On va vous passer donc la parole. Si vous souhaitez poser des questions, c'est le moment ou jamais, ou apporter un éclairage, on va pouvoir vous passer également le micro. Hein. Oui. Alors, si vous voulez juste avoir la gentillesse de vous présenter avant. Oui, bonjour. Pierre Trileschi, médecin généraliste. J'aurais deux questions à poser très rapidement suite au passage des différents orateurs. Une première question qui parle de la médecine générale, justement, vu ma place. La médecine générale, on a entendu que en question de nombre de médecins généralistes, il n'y avait pas de danger démographique immédiat. Par contre, on sait qu'en temps de travail, par exemple, les médecins généralistes ne sont pas du tout prêts à travailler de la même manière que les anciens. La répartition géographique pose problème aussi, et l'Ordre des médecins a alerté sur cette question, disant que la médecine générale peut aller traverser une crise importante. En plus, on a face à l'activité des médecins généralistes une évolution importante des pathologies qui se présentent, avec ce qui a été très très bien démontré, et des propositions par moment de mettre en place des officiers de santé pour prendre en charge certaines des missions des médecins généralistes. Donc j'aurais aimé entendre un mot sur ce sujet. Et une deuxième question qui porte plus spécifiquement sur l'intervention que vous venez de faire, M. Brunner. Vous parliez de la santé comme d'un marché, en parlant de demande et d'offres, et vous n'avez jamais parlé de besoins. Alors qu'on est dans un système en France où les soins sont remboursés, et ils sont remboursés par une assurance maladie qui est fondée sur un modèle différent, qui est celui de la gestion du risque solidaire, si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Donc une cotisation selon les moyens et une prestation selon les besoins, justement. Alors, comment, nous, professionnels de santé, prenons-nous en compte cette question des besoins ? Alors, je sais qui souhaite répondre à la tribune. Et puis après, il y a aussi c'est plutôt une question ouverte que vous posez à tous vos confrères. C'est bien cela ? Sur les besoins, je refuse de répondre parce que faut considérer qu'on fait partie, parmi d'autres, d'une position d'agent économique. Et je vais plus loin en disant acteur. Simplement, cela est déjà dit, c'est une banalité, on n'est pas un marché au sens d'une régulation de l'offre sur un système concurrentiel pur et parfait. Donc, il est plus utile de se positionner dans nos spécificités en revendiquant notre savoir-faire, notre valeur ajoutée. J'aime beaucoup ce mot. Et après, de rentrer, là encore c'est positif, dans un esprit de négociation pour justement, dans le parcours de soins que vous évoquez avec éventuellement d'autres agents de santé à venir, d'autres professions intermédiaires, etc., l'idée des collaborations positives. Et je crois que la génération ici présente va devoir rentrer de plus en plus dans ces évolutions sociétales où, indépendamment de l'appropriation du soin par le patient lui-même, des acteurs, quand je dis intermédiaires, c'est pas péjoratif, mais qui sont des maillons complémentaires dans la chaîne du soin, entre l'hôpital et la ville, entre le médecin et le patient, et ces nouveaux espaces vont se créer. Alors, ces réflexions seront forcément conditionnées par une régulation économique, parce que c'est la pression que l'on ressent le plus de l'extérieur. Mais raison de plus pour y réfléchir maintenant, pour être force de proposition, accompagner ces changements dans l'intérêt de notre profession, parce qu'on a le droit de le dire aussi, c'est le thème de l'entreprise médicale, mais également dans l'intérêt de la prestation, parce que ça a été dit de façon un petit peu triviale sur le mot charnel de la relation du médecin avec son patient. La relation concrète, le résultat observé, c'est le médecin qui l'a. Et c'est toute la dignité de la fonction soignante, parce que qui est-ce qui prend le risque dans la décision? C'est aussi le médecin. Alors, je ne sais pas répondre à votre question sur le besoin. La seule chose que je sais, c'est que je veux continuer à m'inviter à la table ronde où je pourrai discuter sur les objectifs qui sont les miens dans ma profession et dans le respect de mon objectif de soins avec le régulateur pour que cette pression économique puisse être intégrée, mais de façon positive, et qu'elle soit, entre guillemets, la moins restrictive possible. Oui, Franck Valnieb. Moi, c'était sur la première question, oui. Sur l'évolution de la pratique des médecins généralistes. On pourra en parler longtemps, mais enfin, en quelques mots, on a en effet un certain nombre de statistiques et d'études. On a des études, nous, sur un panel de médecins généralistes. Donc, il y a quand même 2000 médecins dans plusieurs régions de France.
où on constate que l'aspiration des jeunes générations, c'est quand même à avoir un meilleur équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Et donc, alors il y a la féminisation, mais pas seulement, parce que les jeunes médecins hommes répondent aussi qu'ils veulent un meilleur équilibre vie familiale, vie professionnelle. Et et donc dans les projections démographiques de nombre de médecins généralistes, il faut qu'on intègre, et ça c'est quelque chose que nous je voudrais qu'on fasse à l'adresse l'année prochaine, qu'on intègre aussi les effets éventuels d'un temps de travail un peu diminué. Sachant que le temps de travail important des médecins, et donc notamment des médecins généralistes libéraux en France, quand on compare avec d'autres pays européens, il est aussi lié au mode de rémunération. Et on voit bien que plus on diversifie les modes de rémunération, il y a davantage de forfaits maintenant, il y a la ROSP pour les médecins généralistes, et au bout d'un moment, moins on incite aussi à avoir un temps de travail qui est très élevé, qui est rapidement au-delà de 60 heures pour les médecins généralistes en France. Donc on voit bien que face à cette offre qui, même si en nombre de médecins elle va rester d'un bon niveau, peut-être en temps disponible, être va être finalement moindre que ce qu'on peut penser, il faut derrière des réorganisations, des formes d'activités différentes. Les jeunes médecins travaillent beaucoup plus en groupe que les générations plus anciennes, et il y a beaucoup d'expérimentation en France sur des modèles, il y a quelques expérimentations en France sur des modèles plus anglo-saxons ou des pays nordiques, de modes de coopération plus intégrés avec les paramédicaux. Et il y a un moment où, historiquement, c'était pas toujours facile pour les médecins français d'accepter d'en parler, mais la démographie, les nouvelles formes d'activité font qu'au bout d'un moment, c'est plus une concurrence, c'est simplement que c'est rendu nécessaire par la prise en charge d'une population vieillissante, dont je disais tout à l'heure que son nombre de contacts avec la médecine de proximité est très important. Et donc la déformation de la structure de population vers le haut, vers les âges élevés, au bout d'un moment va se heurter à un mur face à un nombre de médecins généralistes qui sera insuffisant. Et donc il faut chercher d'autres formes d'organisation. Alors, il y a au moins 2 demandes de parole. Je rappelle juste qu'il est 13h07. Donc le docteur Pierre-Paul Schlegel. Allez-y. Merci. Je souhaiterais profiter de la présence de nos experts pour poser une question qui n'est pas forcément liée à un chiffre, mais qui nous interpelle néanmoins, notamment les généralistes, mais nos confrères spécialistes au même titre, et de savoir comment concilier l'intérêt individuel, que nous développons surtout dans le cadre du colloque singulier, avec l'intérêt collectif, sachant que la somme des intérêts individuels n'est pas constitutive de l'intérêt collectif. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est bien le problème. Oui, c'est ce qu'on appelle le paradoxe des conséquences, un effet pervers ou un effet émergent contre-productif dans ma discipline, ou les externalités négatives encore chez les économistes. Oui, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que précisément l'intérêt perçu, et on en revient à la question sur le besoin. Il y a évidemment un besoin biologique de soins, et là j'ai aucune compétence sur cette question, c'est tout à fait votre partie, mais ce besoin, il est aussi l'objet d'une construction sociale. Et cette construction sociale, elle est dépendante des informations, parce que ce besoin peut aussi venir des informations captées par le patient potentiel. Et ce qui est en train de se produire, à mon avis, avec cette dérégulation du marché de l'information que j'évoquais, c'est des perceptions d'intérêt individuel qui peuvent être très contraires à l'intérêt général. Et en particulier, parce que, par exemple, notre cerveau est très mal équipé pour penser le risque. Savez-vous que les très faibles probabilités, par exemple quelqu'un qui est confronté à une très faible probabilité de risque, il va les multiplier intuitivement par 10 ou 15. De la même façon, nous avons beaucoup plus de considération pour les coûts que pour les bénéfices. De sorte que beaucoup de débats publics s'organisent sur les innovations technologiques, ou même par exemple sur la possibilité d'un nouveau médicament. Prenez le Gardasil, par exemple, ce qui est arrivé récemment, sur les risques éventuels qui seraient faibles du Gardasil de donner la sclérose en plaques ou je sais pas quoi. Enfin voilà, il y a quelque chose qui apparaît comme cela. Et on oublie totalement le bénéfice dans le débat public, si vous voulez. Et donc ça, c'est une donnée presque de la logique ordinaire, qui a été beaucoup testée notamment par Daniel Kahneman, qui est un prix Nobel d'économie, et qui montre que pour compenser 1 euro de perte, il faut à peu près 2,5 euros de gain.
Donc il y a une balance très déséquilibrée entre les coûts et les bénéfices, mais tous ces aspects de la logique ordinaire étaient auparavant enserrés par un effet d'autorité, par un effet de dissymétrie entre le monde médical et les patients. Mais aujourd'hui, compte tenu de ces nouvelles revendications, et donc de cette, je ne pense pas qu'on puisse parler déjà d'horizontalité, mais enfin en tout cas, il est vrai qu'on n'est plus dans cette verticalité d'antan. Dans cette contestation de l'autorité, on voit surgir toute une série de réflexes mentaux, en quelque sorte, qui ne sont pas forcément, lorsqu'ils s'agrègent, ces réflexes mentaux individuels, favorables à l'intérêt général. C'est un des grands enjeux, à mon avis, des problèmes de santé publique, d'aujourd'hui déjà, même pas de demain. Oui, il faudrait des heures pour parler de la question de la réconciliation de l'individu et de la collectivité. Simplement en complément de ce que vient de dire Gérald Bronner, je crois que aujourd'hui, je disais tout à l'heure, nous sommes dans une période où ce qu'on appelle communément le modèle républicain ne fonctionne pas. Quand on interroge d'ailleurs les Français, la grande devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, n'a pas de sens, enfin elle a beaucoup de sens en termes de valeurs souhaitées, mais dans la réalité les Français nous disent non, les libertés on y attend de plus en plus, l'égalité c'est plutôt d'inégalité dont il faut parler, et quant à la fraternité elle ne s'exerce pas, et donc ça renvoie à la notion du collectif. Moi, je suis un peu moins pessimiste peut-être que vous. Je pense que on n'est pas dans une société qui est vraiment individualiste, égoïste, égocentriste. J'avais d'ailleurs forgé il y a quelques années un néologisme pour qualifier ça. Je parlais d'égologie, c'est-à-dire que les individus sont conscients qu'ils n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de gérer justement leur propre vie, et que parfois ça va se faire au détriment de la collectivité, et qui, en tous les cas, ils auront parfois à choisir entre leur intérêt personnel et celui de la collectivité. Mais tout cela était finalement compensé par l'existence du modèle républicain qui permettait d'insérer les gens, de les maintenir, etc. Et nous sommes encore une fois en train de changer de modèle. Nous répondons à cette faillite du modèle républicain par des formes diverses de communautarisme qui sont quand même des notions collectives, mais micro-collectives et non pas macro-collectives. Et je voudrais terminer en disant que de mon point de vue, l'État a une responsabilité, c'est-à-dire que nous avons une longue histoire d'infantilisation finalement de la société civile par l'État. Alors nous l'avons souhaité, nous avons fait en sorte que ça se passe comme ça. Maintenant, nous en voyons aussi les inconvénients. Donc je pense que l'État devra se redéfinir aussi pour responsabiliser davantage les citoyens et non pas seulement les infantiliser en lui disant dormez braves gens et nous nous occupons du reste, y compris de votre santé. Alors il nous reste encore 7 minutes pour pouvoir arrêter à 13h20. La question de Pascal, du docteur Charles qui attendait avant vous, pardonnez-moi, je l'avais dit, je suis désolée. Très rapidement, Oui. une réponse à M. Trileschi. 60% des cabinets de médecine générale en France ne sont pas équipés d'une secrétaire. Et sur une durée d'acte médical aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près un tiers à la moitié de travail administratif. Le fait de voir arriver et d'encourager l'arrivée d'une secrétaire dans des cabinets médicaux peut permettre aux médecins de voir plus de patients par jour et de se consacrer au temps purement médical et de déléguer le temps administratif. Il y a là une source et une marge de gain de productivité du cabinet de médecine générale extrêmement importante qui permettrait de concilier les besoins en augmentation. Et il est certain que sur plein de niveaux, le médecin généraliste sera plus sollicité, de concilier cette demande accrue avec l'envie très compréhensible des jeunes médecins généralistes de consacrer moins que 60 heures par semaine à leur profession. Je dois dire aussi que ce souhait de consacrer moins d'heures au métier et plus d'heures à la vie de famille ne concerne pas que la médecine générale, ça concerne tous les médecins. Alors encore 5 minutes, oui monsieur. Michel Évêque, médecin Merci. généraliste. Pour répondre à Pierre, probablement les gains de productivité ne seront pas que la secrétaire, ce sera aussi une autre façon de travailler, et le travail collaboratif avec d'autres acteurs de soins primaires. Et tout à l'heure, monsieur nous a dit que le médecin était un acteur économique, j'en suis persuadé depuis longtemps. Et aujourd'hui, le patient devient un acteur de sa santé. Et on ne fait pas que du soin, on fait aussi de l'accompagnement à la santé. Et je pense que des décisions partagées et des tâches partagées permettront d'augmenter la productivité aussi. Docteur Blum, à côté de vous. Oui, on parle de l'économie de la santé. On sait que le coût d'une pathologie à l'hôpital public est beaucoup plus onéreux que le coût en système libéral.
Or, on assiste en ce moment à une dérive pour tuer la médecine libérale. Notre ministre a prôné hier en Conseil des ministres le passage au tiers payant généralisé en stigmatisant la médecine libérale. Ne pensons pas qu'on est complètement dans le faux en ce moment et qu'on est dans un dogmatisme purement anti-économique en France. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir à la tribune sur ce point de vue? Oui, Franck Valdeniep, vous avez le micro? Juste un mot, mais comme je représente le ministère de la Santé ici, c'est pour ça c'est difficile de ne pas répondre. Enfin, je pense que tous les patients de France bénéficient du tiers payant chez le pharmacien. Je pense que les pharmaciens considèrent quand même que ce sont des professionnels libéraux. Ils sont voilà, et c'est le cas chez beaucoup d'autres professionnels. Il y a aujourd'hui dans beaucoup de cabinets de radiologie, vous avez du tiers payant, dans les laboratoires quand vous allez faire une analyse aussi. Je suis pas certain que ça remette en cause ce modèle libéral que d'imaginer que demain les patients ne paieront plus chez leur médecin généraliste. Ça sera anti-économique parce qu'il y aura une consommation supérieure du soin. Alors oui, là-dessus, bon, il peut y avoir des débats. Il y aura normalement et c'est fait pour ça, une consommation supérieure, puisque c'est fait pour lever certaines barrières à l'accès aux soins. Évidemment, quand vous levez une barrière à l'accès aux soins, c'est que vous pouvez vous dire que des personnes qui aujourd'hui ne vont pas chez un médecin généraliste pour des raisons financières, soit ne vont pas voir le médecin du tout alors qu'elles en auraient besoin, avec des conséquences ultérieures, soit vont à l'hôpital parce que là c'est gratuit. Et donc on peut espérer que pour la collectivité, ce soit moins cher d'aller chez un médecin généraliste qu'au service des urgences. Alors il est 13h17. 13h17, encore une autre demande de parole du docteur Charles. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes. Je conçois bien, monsieur, que chez le pharmacien, on soit en tiers payant depuis très longtemps, mais le pharmacien a beaucoup d'aides pour faire son métier. Ce n'est pas lui qui délivre les médicaments au comptoir, il a des aides qui le font à sa place. Ce qui lui permet à lui de dégager le temps de faire les vérifications nécessaires. Dans un cabinet de médecine, c'est le médecin qui délivre le soin. Et il n'a pas le temps de faire la vérification du tiers payant. Et il lui faudra donc à ce moment-là pratiquement un temps plein. Pour un tiers payant généralisé, il faudra une secrétaire à temps plein. Deuxièmement, je ne vois pas l'utilité de proposer le tiers payant aux gens qui habitent dans le 16e. Je le comprends fort bien pour d'autres quartiers, mais je ne vois pas l'intérêt de le mettre en tiers payant généralisé. Très bien. Madame souhaitait intervenir. Je vous ai vu intervenir, madame. Si vous voulez bien vous présenter. Je suis le docteur Elisabeth Rousselomar, je suis médecin généraliste rural dans les Ardennes et je suis président de l'URPS de Champagne-Ardenne. Le tiers payant social existe depuis très longtemps. Nous-mêmes, nous faisons, nos patients n'ont pas les moyens de payer, on leur fait crédit, ça existe depuis longtemps. Je ne vois pas pourquoi on devrait installer un tiers payant généralisé qui va déresponsabiliser totalement les patients. Vous, monsieur, vous voulez avoir un tiers payant généralisé. Je pense que votre salaire vous permet de payer 23 € chez un médecin. Alors, il nous reste 1 minute. Il y a un télescopage de l'actualité avec le débat. Est-ce que vous souhaitez répondre? S'il vous plaît. Je suis désolé, moi je suis directeur des études et des statistiques au ministère de la Santé, donc vous n'êtes pas le représentant de madame Marisol Touraine. Mais donc voilà, Marisol Touraine est ma ministre et donc je suis totalement solidaire d'une mesure, mais je suis pas en charge des politiques publiques. Mais je suis directeur des statistiques. C'est pas ce sujet-là n'est pas mon sujet. Oui, je dis simplement quand même, madame, que cette histoire de déresponsabilisation, c'est n'importe quoi. Vous allez dans tous les pays européens, enfin 3/4 des pays européens, cette histoire, mais les gens ne se rendent même pas compte que le tiers payant est un sujet. De toute façon, vous allez en Suède, vous allez en Angleterre, vous allez en Espagne, les gens ne payent pas quand ils vont chez leur médecin. Donc c'est parce que nous sommes ici, c'est une histoire, hein, bien sûr, mais nous sommes dans une histoire où les gens payaient leur médecin libéral, qu'aujourd'hui nous sommes en train de reconstruire des problématiques sur la responsabilisation. Mais cette histoire de responsabilisation, elle se traite bien autrement que par le simple tiers payant. Voilà, elle se traite bien autrement, la responsabilisation des patients, et tous les autres pays européens la traitent autrement. En tout cas, merci pour cet éclairage. Je pense qu'on va en arrêter là. Merci messieurs, merci à tous. On se retrouve ici à 14h. Bon appétit.